Alors Lionel Boucher, bonjour. On va Bonjour, parler François. actualité, une actualité pas très drôle, mais qui fait partie, hélas, de notre quotidien. Je vous laisse nous donner l'intitulé de votre livre et le nom de l'éditeur. Alors, ces grands événements, nos villes face au terrorisme, c'est aux éditions Baudelaire, qui est un sujet, oui, plus que d'actualité, puisque... Voilà, pratiquement tous les jours, on apprend, y compris à Saint-Étienne, qu'on a arrêté telle ou telle personne qui préparait éventuellement des attentats ou une agression. Quel a été l'élément déclencheur qui dit, tiens, il faut que j'écrive un livre? En fait, l'idée, c'est que quand j'étais élu en charge des grands événements, je suis toujours élu, mais sans délégation, puisque Gaël Perdriau me les a retirés au moment où je lui ai demandé de démissionner. Et vous n'êtes pas le seul à qui on retire les délégations. C'est dans l'actualité. La folie se poursuit. En charge des grands événements, notamment de cet Euro 2016, Euro de football, où j'ai eu l'occasion de faire le tour des villes de France, des stades, des installations, de participer à un certain nombre de réunions avec différents ministères, je me suis dit qu'il était important que les élus se forment pour que les décisions n'appartiennent pas uniquement aux techniciens. Donc j'ai repris ma valise et je suis allé à Sciences Po Grenoble pour faire un master sur les questions de sûreté et de sécurité. D'accord. Et en réfléchissant à ce sujet, en rencontrant des gens qui sont confrontés tous les jours à ces notions de sécurité. Je vous coupe un petit peu, est-ce qu'à ce master, il y avait d'autres élus Non, j'étais... Non, non. Quoique si, il y avait Marie Camiret qui était vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'époque. Et il se trouve qu'on était sur la même promotion. Et plus on avançait dans le sujet, plus on rencontrait des gens, plus je me suis dit que nous étions fragiles. Nos villes étaient fragiles. Et j'avais envie, alors peut-être pas de me positionner comme un lanceur d'alerte, parce que malheureusement aujourd'hui, on sait, on voit qu'il y a un danger qui est sur tous les événements. Mais en tout cas, je voulais apporter une contribution et surtout en appeler aux parlementaires pour leur dire attention, donnez-nous les moyens législatifs pour aborder ces questions. Est-ce que la prévention a progressé sur cet aspect des choses au niveau national notamment et aussi local, parce que vous vous adressez aux gestionnaires de collectivités également? Alors, on voit surtout qu'il y a un travail extraordinaire qui est fait par les forces de l'ordre. Par la police, par les services de la DGSE, de la DGSI, d'autres services qui font ce travail d'anticipation, c'est-à-dire qu'avant que le problème ne se pose. Malheureusement, aujourd'hui, on n'est plus dans les années Brigade Rouge, Ipari-Tarac, où on avait besoin de se rencontrer pour fomenter les mauvais coups. Aujourd'hui, et oui, il y a des loups solitaires. Et oui, bien sûr, un tout seul peut se déclencher. Aujourd'hui, c'est plus les moyens qui sont en question, puisqu'un seul couteau il suffit, un marteau, les armes circulent sans grande difficulté dans les cités, des Kalachnikov, et ça coûte pas très cher. Simplement aujourd'hui, avec la tectonique des plaques, avec les difficultés que traverse notre monde, les conflits, notamment en Russie, on peut imaginer les risques qu'on appelle NRBC, c'est-à-dire les risques nucléaires, bactériologiques, chimiques. Et ceux-ci sont ceux qui m'intéressent le plus parce que aujourd'hui, un attentat n'aurait pas lieu dans une enceinte sportive. Vous avez l'enceinte qui est hyper sécurisée et ensuite vous avez trois périmètres. Et oui, les parvis des stades. Voilà. Et l'enjeu aujourd'hui, il est sur ces goulots qui conduisent les foules avant la première palpation. Et aujourd'hui, vous imaginez quelqu'un qui a un anthrax dans un sac à dos, un tout seul, ou une petite bille nucléaire, un agent pathogène, un agent chimique, qui le libère au milieu d'une foule, et c'est la catastrophe. C'est-à-dire que c'est à partir de cette réflexion, je me suis dit, mais pourquoi le parlementaire, pourquoi la Commission nationale, la CNIL, l'information et la liberté, ne lève pas un peu le regard. Et je crois qu'il faut qu'on soit conscient, tout un chacun, qu'il va falloir renier dans les années qui viennent, en tout cas sur ces temps de grandes manifestations, sur les libertés individuelles. C'est-à-dire qu'il va falloir accepter que nous soyons filmés, que ces films que ces caméras soient reliées non seulement à des oreilles, qu'on puisse avoir par le bruit un focus qui vienne se mettre en lumière l'événement, et puis qu'on puisse avoir aussi un algorithme, l'intelligence artificielle qui vienne à notre secours et qui permettra d'aller reconnaître une personne dans la foule. Ça veut dire aussi qu'il faut que nous ayons au niveau européen un fichier qui soit extrêmement renseigné.
Et c'est là où aujourd'hui la CNIL nous dit, mais attention, droit à l'oubli. Ok, droit à l'oubli. Mais moi, je préfère que mes enfants soient en sécurité dans une foule, parce que vous et moi, on se fiche pas mal de savoir avec qui on va à un événement. Par contre, si vous avez justement quelqu'un, il y a 30 000 fichiers S en France, quelqu'un qui est inscrit sur ces fichiers, on serait content quand même pouvoir aller les contrôler. Est-ce que vous avez abordé la question aussi des fausses informations qui font partie de ces guerres hybrides, comme on le dit maintenant ? Alors c'est toute la problématique de la cybercriminalité et des attaques sur les services informatiques. D'ailleurs, si vous vous souvenez, on a eu quelques événements extrêmement marquants. Le jour ici d'ailleurs de la descente de Saint-Étienne en Ligue 2, où vous aviez eu des émeutes dans le stade, et le même soir, vous aviez une finale de football qui se passe mal, et c'est là où on s'aperçoit qu'il n'y a jamais un effet unique qui conduit à la catastrophe. Il faut toujours qu'il y ait une chaîne... Chirac aurait dit c'est la loi des emmerdements maximum. Oui. Ça vole en escadrille. Ça vole en escadrille. C'est-à-dire qu'il y avait une grève de la RATP. Ensuite, vous vous retrouvez avec 3 billets qui ont été falsifiés 3000 fois. Ça, c'est pas le pimpin avec son imprimante à la maison qui a pu le faire. Donc on imagine, sans être complotiste parce que c'est pas le genre de la maison, mais quand même qu'il y a des gens qui avaient organisé cette complexification de la billetterie. Et donc vous vous retrouvez avec une foule qui n'arrive pas à rentrer. Ça crée nécessairement des tensions. Et là, tout peut arriver. Alors, à qui s'adresse le livre? Je vous pose la question parce que je sais que peut-être au début, ça n'a pas tellement accroché, mais après, malheureusement, avec des événements, y compris locaux, vous avez eu pas mal de médias qui vous ont contacté. Nécessairement, puisque paradoxalement, et là encore, peut-être je finis ces propos... le fait qu'on ait trouvé un Tchétchène qui préparait... Voilà. Bien sûr, oui. Je finis mon propos en disant, en espérant que ces mots ne soient pas prédictifs. Malheureusement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il faut être fou pour penser que nos événements, notamment ce qui nous arrive avec les Jeux Olympiques, eh bien, la lumière qui est mise sur la France ne crée pas ce type d'événement. Est-ce que le renseignement territorial qui est présent dans notre département est bien sensibilisé et bien motivé par ces travaux? Alors, non seulement... Notre enregistrement a lieu le jour du passage de la flamme olympique. Oui. Et je sais par un élu que, outre la mobilisation des polices nationales et municipales, le RAID et le GIGN sont aussi présents pendant toute cette journée. Bien sûr, nécessairement. Vous savez, la Loire, c'est un territoire qui n'est pas loin du terrorisme, puisque à Roanne, vous aviez Rachid Kassim, qui était l'égorgeur de Daesh, qui envoyait des gens à Mossoul. D'ailleurs, il a été, lui, abattu à Mossoul. Donc, la Loire est concernée par le terrorisme. Bien évidemment. On n'est pas en dehors de ce risque. Alors, à qui s'adresse le livre? Des élus locaux? Essentiellement aux parlementaires, aux parlementaires. Aux élus, histoire qu'il y ait une prise de conscience, et puis bien évidemment à tout un chacun qui a envie de s'interroger sur ce type de réflexion. L'objectif, c'est vraiment pas d'avoir le Pulitzer, j'en ai ni le talent ni l'envie. En revanche, c'est de dire attention, il va quand même falloir qu'on ait une prise de conscience. Je vois à Saint-Étienne, par exemple, le maire a reculé une nouvelle fois sur quelque chose qui était pourtant, à mon avis, quelque chose qu'on aurait pu conduire. Vous avez une belle entreprise à Saint-Étienne sur les questions de sécurité, Serenity City, qui est accrochée par Guillaume Vernet-Caron, qui a un logiciel qui permettait justement de reconnaître un bruit, un cri strident, un choc dans la rue. Vous mettiez sa solution sur une caméra et naturellement, elle venait porter un regard sur l'événement. Et bien ça, la bien-pensance et puis le recul qu'on connaît au maire de Saint-Étienne fait que il a abandonné le sujet parce que peut-être quelques dealers étaient susceptibles d'imaginer qu'on allait les écouter. Sur ce type de problématique, ce que vous allez dire, ce qu'on va se dire dans la rue, tout le monde s'en fout. L'important, c'est qu'une femme qui crie, qu'un bris sur une vitrine, sur une vitre, qu'une voiture, qu'une bombe se déclenche, il faut qu'on puisse avoir le regard tout de suite. Et on sait bien que sur les tableaux de caméras de sécurité, l'œil humain n'y suffit pas. C'est pour ça qu'on a aussi besoin de l'intelligence artificielle. Il faut qu'on ait confiance aussi en cette technologie et il faut aller plus avant, il faut mettre des moyens et il ne faut pas que la loi empêche ces moyens de se mettre en place. Alors vous êtes un élu local de terrain, un professionnel de la communication.
moi je suis journaliste, est-ce qu'aujourd'hui on ne s'habitue pas au terrorisme? Parce que quand on écoute les infos, il n'y a pas une journée où on n'apprend pas un coup de poignard, des gens qui ont été abattus dans les quartiers nord de Marseille ou dans d'autres communes. Ben, si, on s'habitue, mais j'allais dire, vous savez, c'est Philippe Aki, hein, le poids des mots, le choc des photos. Et là, les images avec la télévision en continu nous montrent cette violence au quotidien à laquelle, effectivement, on s'habitue. Et je crois qu'on est vraiment concerné que quand on a quelqu'un, un de ses proches, qui a été victime. C'est pour ça que, avant qu'on soit victime dans notre chair, il faut mettre en place un certain nombre de préconisations, de recommandations. Moi, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, évidemment, mais je crois que nous sommes fragiles et attirer le regard sur cette fragilité, c'est déjà faire un pas en avant. Sans les nommer, si vous connaissez des élus qui ont pris connaissance de votre ouvrage, et oui, bien sûr, un certain nombre de pris conscience. Oui. Je me suis beaucoup appuyé sur les rapports de Jean-Michel Miss, qui avait rendu un rapport auprès du Premier ministre sur l'intelligence artificielle. Il avait fait un travail extrêmement précieux quand il était parlementaire. On a beaucoup fait échanger sur ce type de sujet. Sa vie professionnelle aujourd'hui rencontre aussi l'intelligence artificielle, et je pense que on aurait intérêt à pas laisser ce rapport sous prendre la poussière, et qu'on aurait intérêt à s'intéresser à la question avant que les attentats ne s'intéressent à nous. Lionel Boucher, merci beaucoup. Je rappelle l'éditeur de votre livre, édition Baudelaire. Merci d'être venu au micro de Radio Gaga, ici, au Phénix à Saint-Chamond. Merci, je suis très heureux de vous retrouver sur Radio Gaga. C'est réciproque. André Laurent, bonjour et un grand merci de vous être déplacé pour venir ici au Phénix où on enregistre des émissions pour Radio Gaga. Je rappelle que vous êtes un chef d'entreprise qui était très important sur le département de la Loire. Vous avez présidé aussi une chambre consulaire, la chambre de commerce, avant les fusions avec Lyon et Roanne. Et puis aussi, c'est l'actualité sportive. Hein. Vous avez été longtemps, pendant une décennie, président de l'association sportive de Saint-Étienne. On va peut-être commencer par là. Comment vous avez vécu cette saison qui a été quand même assez bizarre, qui a commencé très très mal, puis il y a eu ce qu'on appelle une remontada en sport et pas seulement en sport, et puis une conclusion heureuse et pas imprévue, mais qui a été d'un suspense jusqu'à la dernière seconde. Vous avez employé les bons mots, je l'ai vécu tout comme je crois le public et la totalité des gens qui aiment la SS. Au début de la saison, je l'ai suivi avec tristesse parce que les résultats ne fonctionnaient pas. C'était effrayant, Et nous avions, et j'avais le sentiment que cette équipe n'avait pas les moyens de monter en première division. Et puis il s'est passé quelque chose d'assez glorieux, on peut le dire, un nouvel entraîneur de la Bio, qui a été licencié depuis d'ailleurs, mais enfin c'est une autre histoire. Une nouvelle énergie qui se met en place. Des résultats qui commencent à apparaître, et puis ce match fantastique devant Metz, à Metz, à la maison d'abord, à Metz ensuite, où avec un vrai suspense. C'était un match douloureux, ce ne fut pas un grand match, mais tout le monde a salué la performance, nous sommes remontés en première division. Ça, je m'en rappelle particulièrement, c'est un mot cette phrase que je viens de prononcer est pour moi importante parce que j'étais en deuxième division lorsque j'ai pris la SS. Vous savez, il y a eu la chute de la SS, j'ai passé 2 ans en deuxième division, et je me rappelle notre retour en première division, ce fut une joie mais personnelle immense, partagée par tout le monde. Mais je ne pensais qu'à ça, monsieur. Et là aussi, on a perçu dans les images qu'on a vues dans les rues de Saint-Étienne, la gentillesse, dans un contexte qui n'est pas très drôle en plus actuellement. Que ce soit sur le plan social ou politique, ça a été une véritable fête. Ce fut une véritable fête qui était remplie de joie, d'allégresse, d'un esprit dynamique, c'était bien. Alors, il n'est pas question du tout de critiquer les anciens dirigeants, mais là, on franchit aussi une nouvelle étape sur le plan économique avec un rachat, avec, semble-t-il, un directeur général très compétent qui a quand même fait ses preuves dans 2 grands clubs européens. Vous voyez plutôt les choses d'une façon optimiste aussi pour Je vois les choses pour la structuration. À la fois optimiste et réaliste. C'est-à-dire que la qualité du management, la qualité des dirigeants, la qualité du travail effectué se retrouvera, c'est les conséquences sur le terrain.
Voilà, si l'équipe se porte bien, si le public adhère, si les résultats suivent, que nous restions, le premier objectif, c'est de rester en première division. Si nous restons en première division la première, la deuxième année, il faut qu'un club de deuxième division, le danger, c'est qu'il s'inscrit peu à peu dans un esprit deuxième division. Eh oui. Pour rester en première division, pour avoir de bons résultats dans le football, il faut être une équipe de première division. S'installer en première division avec une philosophie, une culture, un comportement de première division. Donc la première année, il ne faut pas être trop exigeant. Il faut souhaiter qu'ils finissent 14e, 15e, même 17e, qu'importe, rester en première division. Et après, on progresse. C'est ce que j'ai tenté de faire. Est-ce qu'il y a un atout important qui est celui du public? Parce que là, on a battu tous les records du public pour un club de Division 2. Quoi. Là, j'ai connu cela ici, dans la période en 85, quand nous sommes remontés. Il y avait de la part du public une attente, un espoir, une espérance. Remonter en première division. Vous vous souvenez d'ailleurs, et tout le monde s'en souvient, des matchs des rencontres que nous avons eues devant le Puy. Le Puy, nous étions en deuxième division. Le Puy était premier, on était deuxième. Et le président du Puy, qui s'appelait Chaise, je ne sais pas si ça vous parle. Un petit peu, oui. Disait, il n'y a qu'une ambition, c'est finir devant Saint-Étienne. Le lendemain, je répondais, il ne pourra pas, nous serons premiers. Enfin, il y avait une espèce de joute orale, et à la sortie, le public a suivi d'une façon merveilleuse. Et à propos de joute, je pourrais citer des propos plutôt sympathiques de Jean-Michel Aulas. On présente toujours le voisin lyonnais comme un truand. Là, il a été plutôt sympathique pour commenter le retour en Ligue 1 de son voisin. Oui, c'est bien de sa part. C'est vrai. Je le connais bien, nous avons travaillé ensemble pendant 10 ans. Il fut mon vice-président quand j'étais président des présidents de l'UCPF. Alors on va parler d'un autre sujet, votre casquette de président d'une chambre consulaire, donc dans un milieu patronal. Est-ce que c'est bien d'avoir fusionné les chambres la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Étienne, avec celle du voisin ligérien de Roanne et avec le grand voisin lyonnais? Alors si j'étais encore un public en faisant... Sans être critique, mais vraiment en constatant avec... les uns et les intérêts des uns et des autres, je répondrais oui, mais là je réponds carrément non. D'accord. Je réponds non, parce qu'une chambre de commerce doit s'affecter, doit se développer, doit réfléchir, doit réunir toutes les forces et toutes les ressources pour son terrain, Il y a moins de proximité, Il faut se rappeler l'origine des chambres de commerce. Les chambres de commerce sont pas nées par hasard. Je l'ai écrit dans mon livre, vous avez la gentillesse de me dire que vous l'aviez lu. Les chambres de commerce sont nées sous Henri IV, où un président de la chambre, la France, était, après toutes les guerres qui avaient décimé un peu l'économie du pays. Le pays était ruiné, le roi demanda à un de ses ministres « Qu'en fait-on pour gagner de l'argent ?» Et cet homme, qui s'appelait de la Fémas, lui répondit, nous sommes au XVIe siècle, lui répondit « Sire, je connais des gens, des hommes d'affaires, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les guerres, quels que soient les événements, continuent à faire des affaires, gagner de l'argent, développer, créer de l'emploi. » C'est à partir de là qu'ils ont réuni à Marseille, à Nantes ensuite, des hommes d'affaires qui étaient surtout des gens qui faisaient du commerce maritime, naturellement. On réunit des hommes d'affaires qui ont mis leur expérience, leur talent, leurs ressources, leurs idées au service de leur territoire. Et c'est dans cet esprit, moi, que j'ai accepté d'être pendant 10 ans président de chambre de commerce et d'industrie de Saint-Étienne pour valoriser mon territoire, mon bassin d'emploi, faire valoir et faire connaître et faire grandir les entreprises du service, de l'industrie, du commerce de ma région. Alors, je ne suis pas un journaliste économique, j'ai l'impression qu'on parle quand même beaucoup moins des organismes consulaires qu'avant, on a l'impression qu'elles sont moins présentes, moins... Bien sûr, les organismes consulaires, on n'a jamais trop compris. Je me parle de monsieur qui est en face de nous, qui est un homme politique reconnu, remarquable, et qui est en charge de l'économie d'une partie de notre territoire. Les chambres de commerce, il y a un mélange considérable. Les chambres de commerce, c'était un creuset d'expérience, de savoir-faire, de connaissances, mais qui n'a pas les moyens financiers pour réaliser. Et la bonne harmonie, c'était d'avoir des gens, j'en ai fait partie, dans une chambre de commerce, qui lancent des idées, qui préparent des projets, des tremplins, des pistes et tout le bazar, le transmettent aux politiques, qui ont en charge, qui ont les moyens pour les réaliser. Seulement, je le dis avec beaucoup de respect, en particulier à votre égard, j'ai vu beaucoup d'hommes politiques qui suivaient les projets quand ça arrangeait leur future élection, mais quand ça ne les arrangeait pas, ils étaient absents. Le général qui passait en premier. Je ne fais pas une critique, j'ai fait un constat, et je l'ai écrit d'ailleurs.
Quelques mots aussi sur l'entreprise. Est-ce qu'on peut dire que j'ai fait la connaissance de votre fils à l'occasion d'une manifestation économique que j'avais animée. Vous avez réussi votre succession. C'est pas toujours le cas et c'est pas toujours facile. Si vous voulez, je suis venu dans cette réunion, vous m'avez convié aujourd'hui pour parler en face de vous, là, et enregistrer cet entretien, avec une idée dans la tête, c'est le mot transmettre. Ouais, la transmission. Nous sommes sur Terre, pourquoi les hommes? Pour transmettre la vie, transmettre l'éducation, transmettre l'espoir, l'espérance, transmettre les valeurs surtout. Et j'ai écrit ce livre, c'est pas... On va en parler de votre livre. J'ai écrit cela pour transmettre. Et moi, j'avais une entreprise à transmettre. Je vous dis une chose, tiens, mais c'est écrit dans mon livre également. J'ai eu un jour une proposition d'une entreprise américaine, une grosse entreprise américaine, qui était intéressée par mon entreprise, qui voulait l'acheter. J'ai reçu donc des avocats qui parlaient français, qui sont venus me rendre visite, et ils m'ont fait une proposition énorme. J'ai marqué ma stupéfaction, je ne m'attendais pas à un tel prix. Oui. Puis il me regarde, il me dit, c'est pas assez. Oui. Alors je ne bouge pas, je lui dis, j'hésite un peu, je ne sais trop. Il prend le contrat, il me dit, mettez la somme que vous voudrez. Ils la veulent. Ils voulaient acheter mon entreprise c'est plutôt pour sa réputation, sa notoriété, son image en Europe, pour diffuser leurs produits. Mon entreprise, mes produits, ils sont balancés. Ce qu'ils voulaient, c'était l'entreprise pour la notoriété. J'ai fait venir mon fils, Jean-Jacques, voilà, nous sommes en phase d'une décision. Qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'argent ou on continue? Il me regarde et il me dit, papa, la saga familiale. Et bonsoir, il appartient. Je suis passé à côté de la fortune. Et je ne l'ai jamais regretté, parce que j'ai transmis à mon fils. Je parle trop, non, peut-être. Non. Alors, on va quand même terminer en parlant de votre ouvrage, Début à ma vie. Alors, le contexte, c'était le confinement. Et finalement, comme vous ne pouvez pas faire de golf, vous êtes quelqu'un de très actif, mais vous êtes calé derrière votre ordinateur. Puis finalement, ça vous a passionné d'écrire ce livre. Vous avez raison de l'évoquer. Là aussi, il y avait une volonté de transmission. C'est une découverte, un enchantement, un ravissement. Je ne pensais pas qu'écrire pouvait procurer autant de plaisir. Et ça vous manque presque aujourd'hui. Et c'est un peu, je veux dire. Je cherche un peu dans ma tête ce que je pourrais... Enfin, qu'importe, j'ai écrit ce livre, je ne l'ai pas écrit pour le publier. D'abord, la première chose que je veux dire, je l'ai écrit, la première chose, c'est laisser, dans le cadre de la transmission, c'est laisser un message, laisser des valeurs, surtout qu'est-ce qu'on transmet. À mon âge maintenant, donc, j'ai 10 petits-enfants, je sais où je suis dans la vie, c'est transmettre des valeurs d'une période qui n'est plus la même. L'évolution numérique, technologique, intelligence artificielle est arrivée. Je ne suis pas contre le progrès, il faut accompagner le progrès. Mais si le progrès perd les valeurs, alors là, je crois qu'on va dans le trou. Voilà. Donc mon livre était de rappeler que le progrès était de souligner que le progrès, il faut l'accepter et l'accompagner. Il faut garder les valeurs qui s'appellent dignité, honnêteté, tolérance, tempérance, respect des autres, civisme, enfin tout cela. Et ça vous a fait du bien d'écrire ce livre aussi? Ça m'a fait beaucoup de bien. C'était une période intéressante d'écrire, apaisante, revisiter sa vie, revisiter le parcours. Et en fait, le jour où je présentais mon livre, je crois que vous étiez là d'ailleurs, il y avait tout un aéropage qui m'accompagnait, d'anciens footeux, d'anciens de la chambre de commerce, des cadres, des ouvriers de mon usine, des amis qui étaient là, il y avait 200 personnes qui m'entouraient. Et je leur ai dit ces mots, je leur ai dit, je crois que je l'ai écrit, vous étiez avec moi. Je retrouvais vos sourires, je retrouvais vos regards, j'entendais vos mots, je percevais votre présence, la chaleur et la on ne peut pas tricher là-dessus, on le voit bien avec le visage. Et ils l'ont tous ressenti, et moi le premier, bien sûr. Et pas de regret d'avoir pris un éditeur que je vais nommer, puisqu'on ne l'a pas encore fait, Abatos, qui est un éditeur local. Écoutez, ça s'est fait localement. J'avais écrit ça pour mes petits-enfants, comme je le disais. Il y avait 600 pages au départ. Ce n'était pas un livre, c'était un récit. J'écrivais. Et puis c'est tombé entre les mains d'un ami qui l'a soumis à l'éditeur. Et je voulais faire une vingtaine de pages, une vingtaine de feuillets de 600 pages pour les petits-enfants, en leur disant voilà ce que je vous laisse en témoignage d'une autre vie. Et puis il a trouvé beaucoup de fraîcheur, il a trouvé beaucoup d'authenticité dans les propos. Et que ça pouvait aller au-delà du cercle familial. Il m'a proposé d'éditer, donc j'ai accepté. Et il a fallu tout recommencer, parce qu'entre un récit et un livre, il faut tout remettre en route. Merci beaucoup, André Laurent, de vous être déplacé à Radio Gaga au Phénix à Saint-Chamond pour nous faire partager votre enthousiasme. Vous avez toujours beaucoup d'énergie et on le perçoit. J'essaie de la préserver. J'y parviens assez bien d'ailleurs parce que je vais faire une compétition de golf. Maintenant, je suis attendu à midi à Craintilleux. Très bien. Bonne journée, merci de votre accueil. Merci beaucoup.
Éric Berlivet, bonjour, bienvenue aux entretiens du Phénix. Vous êtes maire de Roche-la-Molière, vous avez été vice-président de Saint-Étienne Métropole, vous êtes membre du parti Horizon et vous allez nous parler de la lettre ouverte que vous avez publiée il y a quelques jours et quelques jours avant la tenue d'un bureau des maires de Saint-Étienne Métropole qui a eu lieu jeudi dernier. Qu'est-ce qui vous a amené à publier cette lettre ouverte ? Quel a été l'élément déclencheur ? L'élément déclencheur, alors c'est cette latence décisionnelle que l'on a sur la métropole. Ouais. L'exécutif qui est toujours difficile à comprendre, ouais. Et pour les agents oui. qui font un travail remarquable tout au long de la semaine et tout au long de l'année, et pour les élus. Donc c'est compliqué. On est dans une situation assez paradoxale. C'est inédit en France d'avoir un président qui n'est pas là et une mais qui signe beaucoup de choses. Oui, une présidente par intérim qui n'a pas de pouvoir. Donc c'est compliqué de savoir sur quel pied on danser, d'avoir un cap, un objectif. Alors il y a plein de compétences, hein. Il y a plein d'élus qui ont des compétences, qui sont vice-présidents ou qui ne le sont pas, mais en tout cas qui ont envie que la métropole avance et fonctionne. On a cette chance d'avoir une structure pour motivée. Nos communes qui nous aide à avoir du rythme, à avoir des compétences. Alors dans tous les domaines, hein, la voirie, la gestion des déchets. Aujourd'hui, si une commune devait porter ses compétences, ça serait très difficile et ça coûterait très cher. Parvenir en arrière, l'intercommunauté est devenue quelque chose d'admis, de connu des citoyens aussi, pas seulement du monde des élus et des agents territoriaux. C'est très très bien. Et ce passage en métropole que le président a voulu sur la dernière mandature et l'ensemble des élus, c'était aussi une force et ça a vraiment été un coup de boost pour notre métropole. Là où moi j'ai des petits griefs par rapport à ça, c'est la construction de grands bâtiments. Alors on est à Saint-Chamond, moi ça me dérange un peu d'avoir remis en état un vieux bâtiment, même s'il avait une charge historique très forte, mais Nova Syrie, je suis désolé, mais 80 millions d'euros pour remplir des cases. Je veux dire, vaut mieux raser un bâtiment, même s'il a une image historique très forte, mais 80 millions d'euros portés essentiellement par la métropole, voilà, c'est fait. Hein. Là, on parle de la patinoire aussi. Oui. Je veux dire, quelle idée de faire un gros congélateur à la période actuelle où on est en train pour certaines communes, d'augmenter les impôts, d'essayer de trouver de l'argent. Ce qui est le cas à Saint-Étienne, 15%, deuxième ville de plus de 100 000 habitants derrière Nice. Il y en a d'autres aussi. Et le souci, c'est recentrons-nous sur l'essentiel. Voirie, réseau, eau propre, assainissement, gestion des déchets. Il y a déjà tellement de retard et il faut tellement de moyens pour être dans un très bon niveau que je pense qu'il vaut mieux se recentrer sur l'essentiel, mettre en suspens les gros investissements structurels parce que de toute façon, il faut regarder à l'essentiel. Peut-être accompagner les communes qui ont des piscines pour les remettre en état et qu'elles soient ouvertes toute l'année et qu'elles soient fonctionnelles. Il vaut mieux se concentrer sur l'existant, l'amélioration de l'existant et l'optimisation de l'existant, et après se projeter s'il reste de l'argent. Mais pour avoir de l'argent, il faut aussi des entreprises qui créent des richesses et qui produisent sur notre territoire. Bien sûr. La priorité, de mon point de vue, sur la métropole, c'est la création de zones d'activité. Il y a 300 entreprises, plus de 300 entreprises qui cherchent à s'installer sur la métropole, et à chaque fois qu'elles veulent venir, elles vont ailleurs. Alors, il y en a plein qui vont à leur forêt, il y en a plein qui vont sur d'autres territoires. En attendant, nous, on perd de la création d'activité, on perd de la création de richesse, et donc, création de richesse, impôts, voilà, c'est une manne financière pour le service public, pour le fonctionnement de nos communes qui s'en va, quoi. Alors vous avez cité les agents, il y a aussi beaucoup de départs de cadres, hein, et à l'inverse, difficile de recruter des gens qui veulent venir, ou surtout pas venir plutôt, ni à Saint-Étienne, bon ça c'est autre chose, et surtout pas dans la métropole. On est à 18 mois des prochaines échéances électorales, hein, mars 2026. Comment trouver des compétences dans une collectivité comme la nôtre à ce moment-là ? Donc c'est très difficile. Les meilleurs sont déjà en activité et vu la publicité pas très positive que l'on a,
comment les motiver à venir aussi. Oui. Donc en fait, il faut donner une image, insuffler une image positive et attractive pour qu'on ait des talents. Les talents sont importants pour nos territoires. Donc moi, j'ai vent d'informations sur la métropole que certains cadres importants qui ont des responsabilités stratégiques dans la métropole ont l'intention de s'en aller. Certains sont partis, d'autres ont envie de partir rapidement. C'est très très dommageable pour notre territoire. Et c'est au bénéfice des voisins, Loire-Forêt, Roanne Agglomération, Le Puy, Lyon. Oui. Ils vont profiter de ces compétences. Et c'est dommage parce que on a un super outil, un super cadre de vie, mais voilà, il faut rassurer et accompagner, quoi. Et puis on a eu aussi un rapport de la Chambre régionale des comptes sur des dépenses de communication énormes qui visait surtout à valoriser le président, le maire président. Oui, alors moi Et avec une mission... Ouais, mon point de vue sur cette communication métropolitaine, c'est comment communiquer le plus possible aux métropolitains. C'est ça le plus important, c'est comment on donne l'information des actions, des réalisations qui sont faites sur la métropole aux habitants de la métropole. C'est pas aux Parisiens dans le métro parisien qu'on va communiquer auprès des métropolitains. Donc quand on fait des campagnes de communication dans le métro parisien, c'est pour se dire on est content d'être heureux, quoi. Mais ça fait pas avancer schmilblick. Alors une suggestion aussi importante que vous avez faite, la création d'une police métropolitaine. Oui, alors... Ça existe déjà? Non, alors ça existe, il y a des polices pluricommunales, je crois pas. Ça existe dans plusieurs territoires en France. Là, moi, l'idée que j'en ai, je le proposerai, je le présenterai, je pense, et comme je l'ai déjà fait d'ailleurs en début de mandat, en 2026, c'est la même chose, je l'avais envoyé à tous les élus de la métropole pour essayer de voir comment on peut mutualiser nos forces pour être efficace sur le territoire. Donc, c'est une réflexion que je pose sur la table. J'ai fait avec un collègue maire, on va réfléchir sur le sujet pour essayer de présenter quelque chose qui tienne la route, parce que mon collègue est CRS et maire sur la métropole, à Saint-Joseph. Moi, je suis réserviste opérationnel de la police nationale, donc avec quelques connaissances et observations possibles, et voir comment on peut mutualiser les possibilités des 53 communes avec la police nationale. Aujourd'hui, je pense que la priorité des priorités, c'est la tranquillité et la sécurité sur nos territoires. Donc c'est possible, c'est tout à fait envisageable, et financièrement et techniquement, de faire quelque chose. Maintenant, il faut que 53 maires soient d'accord de lâcher leur police municipale pour que ce soit la métropole qui les coordonne. Avec un risque, parce que j'ai réfléchi aussi au sujet, imaginons que ce soit un élu LFI qui prenne la présidence de métropole, et qui décide après, il est forcément gestionnaire d'une police. Et on connaît le résultat. Déjà vu le niveau de nos camarades syndiqués de LFI, j'ai bien peur que l'objectivité du bon sens du terrain soit pas au rendez-vous. Alors un autre fait qui est passé inaperçu, qui n'a pas encore été communiqué, c'est la faillite de la filiale commerciale de la Cité du Design. On va peut-être en parler bientôt, puisque le procès de l'ancien directeur, ancien secrétaire d'État Thierry Mandon va avoir lieu avant la fin de cette année. Oui, alors j'ai été administrateur de 2014 à 2020 à la Cité du Design. J'avais fait remarquer à plusieurs reprises des choses qui n'étaient pas, de mon point de vue, pertinentes. On a cette chance d'avoir un magnifique outil qui peut faire rayonner notre territoire de façon extraordinaire. Il y a des choses qui ont été faites, sauf qu'à la tête... quand on met un directeur qui est un jour par semaine sur son site et qui passe son temps à Paris dans des bureaux payés par la Cité du Design et qui n'est pas auprès de ses équipes pour manager, coordonner et animer, eh ben on a des dérives. Donc forcément, il faut qu'à la tête de ce type de structure, il faut un vrai manager qui a le sens du territoire et le sens commercial du développement aussi. Il y a des compétences incroyables à l'école. Il y a des compétences incroyables aussi dans la cité. Et le problème, c'est qu'on ne met pas en musique toutes ces compétences pour justement l'intérêt du territoire. Et c'est ce qui est dommageable. Donc il faut arrêter de faire la politique politicienne. Il faut être plus dans le pragmatisme et avoir une vision très PME de cette structure. PME, donc pas dans le sens négatif des choses, mais dans le sens... plutôt dynamique, et puis au sens du service public, mais avec du management, avec un impératif de bien utiliser l'argent public, quoi. Alors vous plaidez aussi globalement pour une répartition équitable du territoire. Il y a beaucoup d'intercommunalités, quel que soit leur statut, qui sont présidées par le ou la maire de la ville-centre. Là, est-ce qu'il y a un certain nombre de gens
en dehors des soucis politiques qui existent à Saint-Étienne, qui ne souhaitent plus que forcément la métropole soit dirigée par Saint-Étienne. Alors il y a deux questions dans une là. La première c'est, moi j'ai demandé depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, un récapitulatif des investissements de la métropole par commune et les ratios par habitant, pour savoir où va l'argent de façon précise sur l'ensemble des 53 communes. Qui capitalise le plus d'investissements ou de fonctionnement par commune et par habitant. Pour avoir ces ratios, c'est important d'être transparent et de se dire les choses. Si la ville-centre capitalise le plus de fonds de la métropole, pourquoi pas? Si c'est dans l'intérêt général, on a besoin d'avoir une ville-centre très forte, avec des moyens, avec des infrastructures, c'est indispensable. Mais il faut un juste équilibre sur les 53 communes. Il y a peut-être une commune qui n'est pas la ville-centre, qui a peut-être besoin d'un équipement. On évoquait il y a quelque temps la Ricamarie avec un vélodrome, mais pourquoi pas? Je veux dire, on aurait un équipement structurel. En plus, le vélo, c'est notre territoire, ça serait pertinent. Mais une patinoire, bon, on en parlera encore, je pense, le mois prochain au conseil communautaire. Et puis, vous me parliez aussi des investissements, ça c'est fait, mais aussi dans la façon de diriger et de coordonner la métropole, 60% de la métropole n'est pas Saint-Étienne. Bien sûr. 60% de la métropole, c'est l'ensemble des 52 autres communes. Donc, la majorité, c'est l'ensemble des communes. Donc, pourquoi automatiquement, ce serait le président qui serait le maire de la ville-centre? Dans plein d'autres territoires, je pense à Montpellier, je pense à Paris, ou dans d'autres... Enfin, Paris, c'est un peu particulier, mais dans d'autres métropoles... C'est un statut spécial. Dans d'autres métropoles, c'est pas le maire de la ville-centre qui est président de l'intercommunalité. Ce qui fait qu'il y a un équilibre, et il y a deux structures qui sont complémentaires, et on ne voit pas les choses. Alors, ça ne veut pas dire que je suis candidat, hein, parce que j'ai envoyé ce courrier à mes collègues. Il y en a qui ont l'impression que je suis en campagne pour me présenter à la présidence de la métropole. Vous voyez, en plus, je suis sur un média et je dis les choses. Je ne suis pas en campagne pour la présidence de la métropole. Je suis juste en campagne pour la présidence du bon sens et de l'intérêt du territoire. C'est tout. Voilà, merci beaucoup d'être venu nous en parler ici. Au Phénix de Saint-Chamond, un conseil métropolitain se réunira, je crois, début octobre et abordera peut-être les questions que vous avez soulevées dans cette lettre ouverte qui a fait l'objet d'un article aussi sur le quotidien Le Progrès. Voilà, on va poursuivre les entretiens du Phénix avec un nouvel invité, Roger Gratalou, bonjour. On va parler d'un livre que vous venez de publier, qui est sorti tout récemment, Les Français de la Gestapo dans la Loire. C'est pas un sujet particulièrement comique qu'on va aborder ensemble. Quel est l'éditeur qui a sorti cet ouvrage? C'est une édition évidemment locale, ce sont les actes graphiques, là, avec son directeur Benoît Aubin. C'est pratiquement, à mon sens, une des rares maisons d'édition qui doit subsister dans la Loire. Il y a les éditions de Phénicie, dont on aura l'occasion de parler aussi, avec un autre invité. Donc, comment vous êtes venu? Alors, cette année, c'est le 80e anniversaire du débarquement en Provence. Ça a été le 80e anniversaire de libération de Saint-Étienne. Ça a été célébré dans plusieurs communes de la Loire, y compris Saint-Chamond où nous sommes. Qu'est-ce que vous avez donné l'idée d'enquêter sur des Français qui s'étaient inscrits à la police nazie, donc de la Gestapo? Et ça s'est passé à Saint-Étienne. Et votre livre est très très précis, tant sur l'aspect description des biographies des uns et des autres, et des lieux où se sont passées ces actions sordides. C'est un peu la suite du précédent livre que j'avais écrit sur les procès de la collaboration, en fait. À cette époque-là, les archives de la Seconde Guerre mondiale n'étaient encore pas ouvertes, donc j'étais resté pour certains personnages un peu sur ma faim. Ouais. Donc quand ces archives se sont ouvertes en 2015, c'est un peu le trésor de Toutankhamon en fait. C'est-à-dire qu'on retrouvait ces personnages, on retrouvait des circonstances, on retrouvait des épisodes totalement méconnus. Donc je me suis lancé dans ce travail, puis petit à petit, pour les Gestapis, je me suis dit que j'avais regardé tellement de dossiers que j'avais une synthèse que je pouvais faire, esquisser au moins. Faut pas être prétentieux, mais un portrait robot de ces Français de la collaboration, parce qu'ils ont beaucoup de points communs en fait. Voilà quelle est l'idée. Alors on avait vu, on sait, même si on n'est pas spécialiste de l'histoire contemporaine, qu'il y avait des gens qui avaient adhéré à des partis qui étaient très pro-allemands, très pro-hitlériens,
connaît le nom de Doriot, d'autres se sont engagés carrément dans la milice, et là, s'engager dans la Gestapo, c'est ce qu'il y a de plus élevé finalement dans la trahison de la nation française. Oui, absolument. Et c'est là le paradoxe d'ailleurs. C'est là le paradoxe parce que ces gestapistes, dans leur immense majorité, ce ne sont pas du tout des idéologues. On a parlé, vous avez parlé donc du parti de Jacques Doriot, on pourrait également parler du parti françaiste. Des gens de l'Action française. Voilà. Tandis que ces Français de la Gestapo, à Saint-Étienne, ça ne doit pas être vrai partout, mais à Saint-Étienne, ce ne sont pas des idéologues en fait. Il y a une tentative. D'ailleurs, vous avez inventé un néologisme. Il y avait beaucoup de pognonistes, c'est-à-dire le pognon qui était le motif principal de leur engagement. Exactement. C'est pas moi qui l'ai inventé, le néologisme en fait. C'est l'un des accusés de la sinistre bande Bonny-Lafont, la Gestapo parisienne, qui, effectivement, à son procès, dit nous ne sommes ni communistes, nous ne sommes ni gaullistes, nous ne sommes ni pétinistes, nous sommes des pognonistes. Et j'ai beaucoup aimé ce terme. Oui. Il s'applique vraiment. Oui, absolument. Au portrait, au pluriel que vous avez dressé voilà. Ils dans sont le tous livre. intéressés par l'argent, en fait. Avant tout. Alors, la Gestapo avait ouvert un site à Saint-Étienne, un siège. On peut être précis, à quelle rue, quel endroit? C'était le nouvel hôtel là, qui est en face de la gare de Saint-Étienne. Alors, j'en profite pour évoquer cette légende qui court que l'ancien restaurant Gagnère de la rue Richlandière aurait été le centre de la Gestapo stéphanoise. Il n'y a pas très longtemps, je regardais un reportage sur Saint-Étienne où un brave stéphanois nous disait ça, expliquait l'échec de Pierre Gagnère par ce site. Ce qui est totalement faux. Hein. La Gestapo s'est installée rue d'Enfer-Rochereau, nouvel hôtel. Puis au moment du bombardement, je pense qu'il y avait peut-être eu quelques carreaux cassés. Hein. Donc ils ont émigré dans un bel immeuble qui existe toujours, rue de la Convention. Alors, il y avait donc des Allemands, des gestapistes qui sont venus, et quelle était la zone de compétence, on peut dire, de cette armée sur tout le département? Parce que je crois qu'à Rouen, il y avait juste la Feld gendarmerie. Hein. Voilà. C'est encore quelque chose de relativement méconnu. Hein. Effectivement, l'antenne de la Gestapo qui était implantée à Saint-Étienne, qui dépendait de Lyon, bien entendu, hein, avait pour compétence, on l'ignore, la Loire, et également l'Ardèche. Voilà, un autre département. Mais effectivement, alors, à Rouen, s'est installée fin 1943 une officine, la LAB, la Ligue anti-bolchevique, qui dépendait par contre, elle, de la Gestapo de Lyon. Alors, il y avait un peu une ambivalence, une double compétence. Alors, la Gestapo avait pas seulement des responsables allemands, elle a recruté des Français. Est-ce que c'était valable sur tout le territoire national? Pas du tout une spécificité locale. Ah non, c'est pas une spécificité locale. Chaque armée d'occupation qui ne maîtrise pas la langue, qui ne maîtrise pas la coutume, les coutumes, qui ne maîtrise pas les mœurs, a besoin de collabos, hein, en quelque sorte, et d'entraîner des gens à leur solde. Ça, c'est vrai partout ailleurs, mais c'est vrai également dans tous les pays, et c'est vrai encore actuellement. D'ailleurs, dès l'instant où il y a une occupation, il faut recruter des locaux. Est-ce qu'il y avait un portrait robot de ces gestapistes? Il y avait des hommes, et il y avait aussi des femmes. Hein. Il y avait quelques femmes. On trouve même, alors c'est à Rouen, on trouve même parmi une femme qui a été vraiment radicale, l'ancienne épouse d'un directeur de cabinet du ministre du garde des Sceaux du Front Populaire, hein, qui a fait beaucoup de dégâts. Mais enfin, il faut bien dire que les hommes étaient majoritaires. On est à Saint-Chamond, quelqu'un qui est un petit peu méconnu, c'est Blanche Chauchois. Blanche Chauchois qui était professeure dans un établissement secondaire de Saint-Chamond et qui était assez proche de Klaus Barbie, puisque c'est Klaus Barbie lui-même, le grand Klaus Barbie, qui l'a recruté. Donc il n'y a pas de portrait robot du collaborationniste. Oh, il y a du collaborationniste, c'est très compliqué. Du gestapiste, il y a une réalité, celle dont on parlait tout à l'heure, c'est l'argent, c'est le goût de la fête. Ces gens-là, parce qu'ils raquettent, hein, ils pillent leurs victimes, donc c'est assez rémunérateur. Victimes souvent juives qu'ils vont
frappés. Notamment l'une de leurs cibles, d'ailleurs, souvent à l'insu des Allemands, c'était ces malheureux juifs qui avaient fui la zone libre, qui s'étaient réfugiés dans les communes périphériques d'Unières, Noiretable, etc. Et puis que nos gestapistes français venaient piller. Ils étaient partis avec tout leur argent, bien entendu, tout ce qu'ils avaient pu emporter, les pauvres. Eh bien, on les dépouillait totalement. Leur présence allait au-delà du fait d'interpréter, de traduire pour ces Allemands les propos qu'ils avaient recueillis auprès de suspects, entre guillemets, hein, bien sûr. Exactement, beaucoup ont travaillé pour leur compte, ils l'ont dit eux-mêmes, hein, pour leur compte, c'est-à-dire à l'insu des Allemands, à tel point d'ailleurs, et ça c'est méconnu, qu'à un moment les Allemands en ont eu un peu assez quand même, hein, ils se sont dit, bon, ils ont compris, donc ils en ont fait fusiller 5 et déporter 2. De leurs agents. Ils se vantaient la plupart du temps des pillages qu'ils avaient effectués. Ils étaient jeunes, donc effectivement, ça n'était un secret pour personne. Et puis il y avait surtout quand même les autorités françaises qui régulièrement se plaignaient, et notamment plus on avance dans le temps, hein, après le débarquement, notamment, les autorités françaises signalent les pillages commis par ceux qui se prétendent de la Gestapo. Donc c'est pour ça que la Gestapo, à un moment, est obligée de réagir, elle en fait arrêter, elle a quand même fait fusiller 5 et déporter 2. Quoi. Et les 2 qui ont été déportés sont morts en déportation. Hein. Alors la plupart étaient quand même plutôt des gens très jeunes, qui avaient aussi parfois milité dans les mouvements de jeunesse pro-nazis, pro-collaborateurs. C'était les plus nombreux, quoi. Ils étaient tous très très jeunes. Alors évidemment, il y a toujours une exception. Paul Poinat, il a un peu plus de 30 ans, c'est un ancien souteneur. Enfin bon, il a un passé judiciaire chargé. Les autres sont effectivement relativement, pas relativement, ils sont jeunes. Hein. Ils sont même très jeunes. Ils rappellent un petit peu la Combe-Lucien du fameux film que tout le monde a en tête. Par contre, non, comme on disait tout à l'heure, ce ne sont pas des militants. Il n'y a qu'une chose qui les intéresse, en fait, c'est l'argent et la protection que leur donne leur appartenance à la Gestapo vis-à-vis des autorités françaises, qui leur permettent vraiment de faire absolument ce qu'ils veulent. Dès lors que, d'ailleurs, la police française, ils les connaissent, ils ne les interpellent même plus, ils leur demandent plus leurs papiers ni quoi que ce soit, ils sont connus. Donc ils peuvent agir en toute impunité. Alors on approche un petit peu de la fin de notre entretien. Est-ce que chez eux, il y a eu des gens qui ont osé être ce qu'on a appelé des résistants de la 25e heure ? On l'a beaucoup. Ah oui, bien beaucoup. Ah oui, d'accord. Beaucoup, dès l'instant où le débarquement le 6 juin a eu lieu, où on comprend petit à petit que les carottes sont cuites, passez-moi l'expression, hein, ils vont... Comme les rats, ils vont quitter le navire et donc s'engager le plus possible dans la résistance, dans la libération de Paris. On trouve 3 collabos stéphanois. Dans la libération de Marseille, il y en a au moins qui est avec son brassard FFI et son fusil. Donc beaucoup, effectivement, vont essayer d'intégrer des mouvements de résistance. Mais ce ne sont pas des idéologues. Donc, ma foi, ils vont essayer de sauver leur peau comme ça. Hein. Alors, dans votre livre, il y a une galerie de portraits au pluriel. S'il fallait retenir, par exemple, celui qui est le plus sordide, le plus lamentable, qui citeriez-vous rapidement ? Oh là là, la question. C'est difficile. Elle n'est pas très facile. Il y a un personnage abominable. C'est Louis Laboré. Il est intéressant parce que celui-ci va être le bénéficiaire collatéral d'un énorme scandale qui va éclater à la Libération à Saint-Étienne, qui lui évitera d'être fusillé, évidemment condamné à mort, mais très honnêtement, je pense que Louis Laboré, c'est vraiment quelqu'un d'assez abject. Enfin, les autres aussi, remarquez. Oui, parmi les abjects, le plus abject des abjects. On va conclure. Rappelez-nous, alors Roger Grattalou, rappelez-nous, vous êtes l'auteur, le titre du livre et le nom de l'éditeur. Et sans faire de publicité, où est-ce qu'on peut le trouver dans les librairies de Saint-Étienne ? Le titre, c'est La Gestapo et ses collabos dans la Loire. Hein. Donc c'est publié aux Actes Graphiques. Il est actuellement dans les librairies stéphanoises, peut-être d'ailleurs pas que stéphanoises, les grandes librairies de la région. Il n'est encore pas en ligne, malheureusement, on ne peut pas l'acheter en ligne, mais ça ne va pas tarder. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai lu avec beaucoup de passion cet ouvrage de 202 pages exactement.
Merci beaucoup. Non, c'est moi qui le tourne. Et vous remercie. Alors, c'est intéressant, Henri Vincent, bonjour, bienvenue sur Radio Gaga. Je rappelle que, ancien professeur d'université, vous avez présidé l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Vous avez été aussi maire de Saint-Étienne, sénateur. Et est-ce que vous présidiez l'intercommunauté qui n'était pas encore une métropole à l'époque? C'était une communauté d'agglomération. Communauté d'agglomération. Alors après, il y a eu l'étape suivante de communauté urbaine, puis de la métropole aujourd'hui. Alors, la raison de votre invitation, c'est que vous venez de publier un véritable pavé, dont vous allez nous donner le titre. Oui, un gros livre. C'était pas du tout péjoratif dans mon expression. Donnez-nous le nom de l'éditeur et puis le titre. Donc c'est un livre qui s'appelle Saint-Étienne face à l'adversité, et qui est édité dans une maison d'édition qui s'appelle le Publish Room Factory. C'est une auto-édition accompagnée en quelque sorte, parce que c'est vrai que le livre est assez épais et que pour une édition traditionnelle, je pense que ça aurait été peut-être un peu lourd. Est-ce que vous n'auriez pas dû mettre un S à adversité face aux adversités? Parce que si le livre est aussi épais, il y a peut-être des chapitres qui sont consacrés à des volets économiques. Peut-être vous qui avez été passionné aussi de football, les difficultés. Je suis toujours passionné, oui. L'ASS. Oui, c'est l'adversité au sens général, et vous avez raison, c'est un terme générique qui recouvre plusieurs formes, plusieurs types de difficultés qu'a rencontré notre ville et notre métropole. Adversité économique, je crois que tout le monde la connaît. Il y a un chapitre qui est consacré. Manu France, puis Casino, il y a eu des épisodes. Donc c'est une période qui va de 1975 à 2020. J'explique que pour moi c'est une période qui a une certaine unité après les 30 Glorieuses et avant le Covid et les guerres qui viennent de se déclarer et qui, à mon avis, changent les choses, y compris pour notre territoire. Et plusieurs types d'adversité, c'est vrai, parce qu'il y a aussi un phénomène qui a beaucoup pénalisé, notamment Saint-Étienne et les villes-centres, comme Saint-Chamond, Rive-de-Gier. C'est le développement de la maison individuelle et de nouveaux modes de vie. Ces modes de vie ne sont pas très favorables aux villes industrielles anciennes. Elles sont plus favorables aux périphéries. C'est une adversité qui est liée à l'évolution des modes de vie, qui bénéficient plus aux couronnes verdoyantes, on va dire, plutôt qu'aux villes-centres et aux quartiers anciens. Alors une ville qui vivait aussi beaucoup d'abord des mines, dans un passé un petit peu plus lointain, puis un passé industriel, on a cité tout à l'heure Creuse-Loire, mais Saint-Étienne aussi avait de très grosses entreprises en métallurgie, en ferronnerie, dans d'autres domaines. Je crois qu'un des termes que vous avez employé dans le livre, sur le résumé que j'avais reçu, mosaïque. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est une fragmentation de la société, ou est-ce que c'est uniquement sur l'aspect économique? Non, c'est pas spécialement là sur l'aspect économique, c'est sur l'aspect plutôt sociologique. Il y a un chapitre qui traite de l'évolution sociologique et un autre sur l'évolution démographique. Et si vous voulez, c'est pour signifier, parce que dans notre souvenir collectif et notre imagerie, notre vision encore collective, l'idée d'une grande ville ouvrière à Saint-Étienne a persisté. Alors, je veux, avec cette expression ville mosaïque, souligner que ce n'est plus le cas aujourd'hui et qu'il faut l'accepter, parce qu'on a été une grande ville ouvrière. Il y a encore une partie de la population ouvrière qui est importante à Saint-Étienne, un peu plus importante que dans les autres villes de France, mais pas tellement. Pas tellement. Donc c'est une ville mosaïque de catégories sociales. Il y a des ouvriers, mais il y a des employés, il y a des cadres moyens, des cadres supérieurs, donc une beaucoup plus grande diversité que par le passé. Et c'est une mosaïque de population, parce que les strates d'immigration successives se sont enracinées dans la ville, dans divers quartiers, dans diverses rues parfois. Et il y a un véritable mélange de populations qui en fait une mosaïque de quartiers, de professions, et de population par leur origine. Donc c'est aujourd'hui ça, Saint-Étienne, il faut le prendre en compte tel qu'elle est, et pas... il faut respecter, dans la nostalgie. Voilà, il faut respecter le passé, et il faut, je pense, le commémorer, vous avez raison, les mines, les grandes industries, mais aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai utilisé cette expression, pour dire maintenant, c'est un peu différent, et il faut en tenir compte.
Alors, juste un exemple de commémoration du passé, j'ai reçu un communiqué. À Saint-Étienne, un collectif de restaurateurs a été créé. Il y a déjà 18 adhérents, il y en a d'autres en vue. Et ils vont faire un repas spécial Sainte-Barbe. Donc vous voyez les traditions du passé économique. Mais la Sainte-Barbe, c'est toujours une fête très importante à Saint-Étienne et c'est très bien. Hein. Ça, alors on va parler peut-être un petit peu de positionnement politique. Vous avez adhéré au mouvement de Bernard Cazeneuve. Est-ce que vous avez été déçu qu'il ne puisse pas accéder à Matignon? Je rappelle que son mouvement s'appelle Convention. Oui, j'ai adhéré au mouvement de Bernard Cazeneuve, la Convention, donc il a lancé il y a 2 ans, pour une raison simple. C'est pour moi quelqu'un qui s'inscrit dans la gauche de gouvernement. Social-démocratie. La social-démocratie, qui a toujours été mon courant de pensée. Et puis, pour moi, c'est le seul homme d'État. Aujourd'hui, je le dis comme je le pense. Alors, il y a certes François Hollande, mais François Hollande, je crois, a exercé des responsabilités. Revendique aussi de social-démocratie. Oui. Il souhaite, il l'a dit, un congrès extraordinaire du PS pour... Oui, c'est vrai. Moi, personnellement, je pense que pour ce qui concerne François Hollande, qui a eu de très très hautes responsabilités, je pense que ces témoignages sont extrêmement importants, mais que dans une perspective d'avenir, il me semble que c'est plutôt Bernard Cazeneuve qui, dans ce rôle-là, représente je crois, une possibilité d'avenir, un espoir pour la gauche de gouvernement, pour diverses raisons, parce que il n'a pas exercé, lui, les responsabilités présidentielles, mais il a exercé de très hautes fonctions, et il représente aujourd'hui, me semble-t-il, il possède toutes les caractéristiques, un programme économique et social, une vision de la société autour du rassemblement de notre pays sur des valeurs de laïcité, de justice sociale, de solidarité, de développement économique aussi, qui me semble être décisive pour notre avenir quand cet avenir se jouera, c'est-à-dire en 2027. Bien sûr. Soyons clairs. Certes, la période actuelle est compliquée et importante, mais l'avenir de notre pays se décidera, à mon sens, à l'élection présidentielle de 2027. Et j'espère qu'à ce moment-là, il y aura un mouvement suffisamment fort pour porter Bernard Cazeneuve au pouvoir. Alors, il y a lui, puis il y a d'autres exemples aussi de social-démocratie. Il y a M. Glucksmann, il y a Carole Delga, qui a été brillamment élue. Je crois que ça a été la mieux élue des présidentes et des présidents de conseils régionaux. Le maire de Saint-Ouen qui a aussi créé son propre mouvement. À l'intérieur même du Parti socialiste, il y a 2 courants majoritaires quand on les additionne. Ils représentent, je crois, 52% de la tenue. Est-ce qu'il faut aujourd'hui redonner un peu cette histoire au Parti socialiste, qui a quand même sauvé effectivement un groupe parlementaire en s'unissant avec LFI. Mais aujourd'hui, on voit avec une montée quand même de l'antisémitisme et tout, et du communautarisme incarné par Jean-Luc Mélenchon, que ça risque d'être une impasse pour l'avenir. Oui, moi je pense que la voie qui a été suivie par le Parti socialiste jusqu'à présent, qui est de suivre Jean-Luc Mélenchon, est une impasse pour les raisons que vous avez évoquées, et puis parce que Jean-Luc Mélenchon surjoue même une radicalité politique et un populisme qui ne peuvent conduire que dans le mur et, de mon point de vue d'ailleurs, in fine, bénéficier au Rassemblement national. Donc c'est pour cette raison que je ne le suis pas là-dessus, que je pense que le Parti socialiste fait une erreur. Moi je ne suis plus membre du Parti socialiste depuis longtemps. Et par rapport aux autres personnalités qui représentent toutes des talents incontestables, oui, place publique, oui, tout à fait. Oui. Je pense qu'aucun n'a l'expérience et la capacité de Bernard Cazeneuve pour prétendre à la fonction de président de la République, qui exige dans le monde que nous connaissons, qui est un monde de guerre et d'internationalisation des guerres, qui exige véritablement une expérience du pouvoir que Bernard Cazeneuve est le seul à avoir. On a cité son mouvement, Convention. Alors vous êtes le représentant départemental, est-ce que ça commence à se structurer comme le font d'autres formations politiques relativement récentes et jeunes? Oui, c'est un mouvement qui se structure depuis environ 1 an et demi, avec des représentations départementales partout en France. Nous sommes moi je suis le référent, mais je ne suis pas le seul d'ailleurs. Laurence Juban est également référente. D'accord. Nous sommes en binôme pour le département et nous continuons à nous structurer, nous développer autour finalement des socialistes, des radicaux de gauche et de nombreuses personnalités qui jusqu'à présent n'étaient pas impliquées dans le mouvement politique, mais qui sont attachées
à l'esprit et au projet d'une gauche de gouvernement, qui ne peut pas donc être une gauche de la radicalité et de l'exclusion des autres, et finalement une gauche de confrontation, comme vous le disiez, sociétale, qui de notre point de vue conduit à un impasse. Donc il faut un autre projet, et nous pensons que Bernard Cazeneuve est mieux placé pour le porter. Alors difficile de ne pas parler avec celui qui a été maire de Saint-Étienne du scandale qui occupe l'actualité depuis 2 ans et aujourd'hui même très précisément, ce qu'on a le 26, 2 mois complets, ce qu'on a appelé le scandale de la sextape stéphanoise. Alors ça perturbe les relations Lyon-Saint-Étienne, on le sait, c'est très mauvais, plein de dossiers prennent un retard énorme, notamment au niveau de la métropole, puisqu'il y a une vice-présidente qui fait ce qu'elle peut, mais un président entre guillemets, je le mets en retrait total, mais qui est quand même omniprésent, tant pour signer que pour prendre tout seul des décisions. Par exemple, tout récemment, le maire d'Unieux, qui est aussi vice-président, a dénoncé la nomination, sans en parler à aucun des 53 maires et des vice-présidents, d'un nouveau directeur général adjoint. Qu'est-ce que vous pensez de ce scandale qui dure quand même depuis très longtemps et du fait que ce retrait total n'a pas de sens? Alors c'est vrai que juridiquement, ça n'existe pas. Mais il aurait pu avoir un autre comportement. Si vous voulez, cette situation est concernante depuis le début. Elle a été révélée en 2022, mais en fait, on a appris qu'elle durait déjà, par Michel des faits qui Ferrier duraient depuis très très longtemps. Donc c'est une situation concernante et qui bloque aujourd'hui, depuis 2022. Si on rajoute le Covid, l'action publique de Saint-Étienne et de Saint-Étienne Métropole est entravée finalement depuis 4 ans. Et l'attitude, le positionnement qui a été pris par M. Perdriau de ne pas démissionner de ses mandats. Moi, je pense qu'il aurait pu municipal et métropolitain. Absolument. Il a droit à la présomption d'innocence. Ça, c'est un point très important de notre droit. Mais je pense que la solution, c'était qu'il démissionne et qu'il reste conseiller municipal et conseiller métropolitain avec l'engagement de sa majorité de le remettre en place dès lors. Même l'opposition, comme Pierrick Courbon, n'est pas du tout hostile à cette solution. C'est quand même la majorité qui a la possibilité d'élire qui élit le maire et qui élit à Saint-Étienne Métropole la gauche à sa position. Et donc, c'était pour moi la seule... Donc il n'a pas choisi cette voie. Et là, nous avons donc ce que vous expliquez très bien, c'est une confusion totale entre quelqu'un qui reste formellement maire et président avec les pouvoirs qui sont attachés. Et qui surcommunique en plus. Absolument. Et puis une communauté, notamment dans la métropole, qu'il a désavouée, puisqu'il y a eu dans la métropole, il a eu les 2 tiers des élus qui ont voté pour sa démission. Donc là, pour moi, c'est quelque chose. Alors, par rapport au livre, justement, si vous voulez, moi je m'arrête en 2020. Mais je voulais aussi souligner que dans cette période 1975-2020, avec les difficultés qu'a traversé notre agglomération, j'ai essayé de mettre en valeur l'ensemble des actions publiques qui ont été conduites sur cette période, avec des succès et des échecs, avec les différentes municipalités qui sont succédées, de Sangle-Dols à Perdriau, en passant par Dubanchet, Thieulière et moi-même. Il y a des points quand même positifs qui ont été qui je pense peuvent être portés au crédit de l'action publique des élus et de l'État, qu'il ne faut pas oublier. Oui, il y a une structure d'État, l'EPAS aussi. Absolument. Et je me suis arrêté à 2020 pour des raisons de cohérence, mais c'est vrai que ce qui se passe, c'est un hasard, ce qui se passe depuis 2020 au niveau de la métropole stéphanoise est concernant, parce que c'est en rupture avec tout ce qu'on a tenté de faire pour relever le gant, si j'ose dire. Encore une fois, avec des échecs et des réussites, et puis des oppositions, un choix politique de gauche, de droite, qui sont réels, mais qui ont, me semble-t-il, apporté sur le long terme quand même un certain nombre de résultats. Et là, c'est une métropole à l'arrêt, et c'est terrible, je crois, pour tous les élus, pour le monde socio-économique aussi. Absolument, les élus, et puis pour tous ceux qui s'intéressent à notre ville et à notre agglomération. Alors on arrive à la conclusion. Est-ce que vous avez été présent à la fête du livre ? Alors je vais toutes les années à la fête du livre en tant que Stéphanois, bien sûr. Non, j'étais pas présent en tant que. Est-ce que vous avez des séances de dédicaces qui sont prévues qu'on peut annoncer à nos internautes ? Pas encore, parce que le livre a été. Donc j'ai pas été présent sur notre site internet. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Il est normal que j'ai pas été présent à la fête du livre, parce que mon livre est sorti vraiment au bon moment, donc c'était trop court, et donc il n'y a pas de. Je crois pas d'autres observations à faire. Il va être disponible il était déjà disponible à la librairie de Paris
il y a quelques jours. Je pense qu'il sera disponible dans les autres librairies stéphanoises dans les jours à venir, enfin dans les semaines à venir. Et puis, il est sur tous les sites des libraires, accessible en ligne, des libraires indépendants et puis des réseaux plus importants comme la FNAC ou d'autres, des réseaux classiques de distribution des livres, et chez l'éditeur qui s'appelle Publish Room. Voilà. D'accord. Peut-être terminer, ceux qui veulent vous suivre, y compris sur le développement du mouvement en convention. Vous avez une page Facebook, vous avez un blog, vous vous exprimez quand même assez régulièrement. Voilà, je continue à m'exprimer essentiellement sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn et Twitter. Enfin, X maintenant ça fait X. Et j'essaie de relayer effectivement mon action en faveur de Bernard Cazeneuve et de temps en temps mes points de vue aussi sur ce qui se passe dans la ville et la métropole. Et sur X, c'est pas du tout pour soutenir Donald Trump. Non, pas du tout, c'est vrai. Voilà, merci beaucoup, Maurice Massin, merci beaucoup d'être venu sur Radio Vega, vous exprimer et nous présenter votre ouvrage. Merci beaucoup. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Axel Dugas, vous êtes maire de la deuxième ville du département et de la deuxième ville de la métropole de Saint-Étienne. On va commencer par quelques chiffres. Ça fait 1 an que vous avez pris la mairie de Saint-Chamond. Si je vous demande de résumer cette première année en un seul mot, alors là c'est improvisé, je vous avais rien dit au préalable, quel mot vous vient à l'esprit ? Alors en effet, bonjour Pat, vous êtes bien renseigné, ça fait 1 an le 23 octobre dernier que j'ai succédé à Hervé Reynaud, et si je devais dire un mot, c'est la passion. Une passion pour cette ville, pour Saint-Chamond. Il y avait de nombreux projets qui avaient été engagés avec Hervé, et aujourd'hui il y a une continuité dans ces projets, et puis il faudra maintenant préparer aussi la suite, continuer à transformer Saint-Chamond, continuer à développer Saint-Chamond, et continuer à travailler pour Saint-Chamond. Alors, deuxième date, on est le 26, et ça fait malheureusement 2 ans et 2 mois jour pour jour qu'a éclaté ce qu'on a appelé le scandale de la sextape stéphanoise. Alors, vous siégez en tant que maire au bureau des maires de Saint-Étienne Métropole. Tout est un petit peu en instance d'attente, il y a une présidente intérimaire, mais le président qui est soi-disant en retraite totale est omniprésent. Est-ce que ça fait prendre du retard à plein de dossiers ? Vous savez, aujourd'hui, Métropole vit une situation compliquée avec ce qui s'est passé il y a maintenant quelques années. La justice, j'espère, jugera le plus vite possible pour retrouver bien évidemment de la sérénité aussi à Saint-Étienne Métropole, que les débats puissent être sereins. Moi, je souhaite que la métropole tourne, bien. C'est important pour les communes, c'est important pour Saint-Chamond, mais c'est important pour les 52 autres communes au-delà de Saint-Chamond. Donc, bien évidemment, j'espère qu'on va pouvoir avancer, qu'on va continuer à avancer. Alors oui, parfois, on marche bien évidemment sur des œufs, mais j'ai toute confiance en la justice. Aujourd'hui, Sylvie Fayolle a assuré l'intérim en tant que première vice-présidente. Je travaille en collaboration avec Sylvie. Il y a de nombreux échanges, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas conseiller métropolitain, c'est une personne de mon opposition qui est à Saint-Étienne Métropole, mais nous avançons quand même, parce que vous savez, il y a parfois le poste et l'état d'esprit. Et aujourd'hui, j'ai l'état d'esprit pour peser à Saint-Étienne Métropole, pas la fonction, mais c'est vrai que je suis quand même le maire de la deuxième commune de la Loire, et il y a une écoute attentive de Sylvie Fayolle et des vice-présidents de Saint-Étienne Métropole. Alors l'actualité, elle a été aussi météorologique, avec de véritables déluges, notamment dans la vallée du Gier, et de très gros ennuis chez notre voisin de Rive de Gier. Saint-Chamond, vous aviez déjà, par exemple, mis à disposition d'éventuels sinistrés le site de l'Arena. Il n'y a pas eu trop de dégâts sur la commune de Saint-Chamond. Et vous avez aidé la commune voisine de Rive de Gier. Sous quelle forme, monsieur le maire ? Bon, alors en effet, déjà apporter toute ma solidarité à Rive de Gier, à mon collègue maire Vincent Bonny, qui vit des heures compliquées, parce que malheureusement, rien n'arrête l'eau. Il faut le dire, il faut le répéter. C'est pour ça que les travaux qui ont été faits par Saint-Étienne Métropole dans les nombreuses communes et à Saint-Chamond aussi, j'ai en tête la découverture du Gier en 2018, 3,5 millions quand même d'investis, et puis plus récemment la découverture du Janon au niveau de Paradis, ont permis, c'est vrai, d'éviter de nombreux dégâts à Saint-Chamond, quelques murs qui sont tombés, mais rien de grave par rapport à ce qui s'est passé à Rive de Gier. En effet, après des échanges avec Vincent, et pareil, toujours dans ce cadre de cette solidarité intercommunale, et j'ai même envie de dire du syndicat
syndicat intercommunal du Pays du Gier, Saint-Chamond a envoyé des équipes de nettoyage présents sur le site de Rive de Gier avec des balayeuses, avec des mini-pelles et 6 agents qui depuis vendredi dernier, alors pas ce vendredi, le vendredi d'avant, sont à Rive de Gier aux côtés des équipes ripagériennes pour les accompagner. L'Arena en effet a été mise à disposition pour les sinistrés de la route. Bon, autant vous dire que ça n'a pas fonctionné parce que j'ai cru entendre qu'il n'y avait eu personne qui s'était arrêté à l'Arena, mais par contre il y a eu un plan qui s'est mis en place et on a vu que les dégâts sont surtout sur la fin de la vallée du Gier et le début du Rhône avec Givors aussi, et bien évidemment on apporte tout notre soutien à ces communes. Un petit mot sur l'Arena, un petit mot sportif, vous êtes bien branché sport. Aujourd'hui il y a une équipe de basket de bon niveau avec des moyens. Un président connu, un chef d'entreprise. Est-ce que c'est une bonne nouvelle aussi pour le développement de ce sport qui est plus médiatisé depuis les JO comme beaucoup d'autres disciplines sportives? Alors en effet, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un projet d'envergure pour le Saint-Chamond-Andrézieux-Boutéon Basket, le SCAB, qui a pris le pas sur le Saint-Chamond Basket Vallée du Gier, SCVBG. Mais en effet, oui, il y a des résultats. Un bel exemple d'intercommunalité aussi. Un bel exemple d'intercommunalité, mais ça reste quand même Saint-Chamond et Andrézieux. Voilà, c'est pas Saint-Étienne Métropole, il faut le dire, il faut le répéter. C'est Saint-Chamond, c'est Andrézieux. On travaille en collaboration d'ailleurs avec François Driol, mon collègue maire, pour développer cette équipe avec le nouveau président qui apporte énormément et puis finalement un peu de renouveau, un peu de dynamisme. Et on espère que Saint-Chamond, en effet, va pouvoir monter rapidement à l'échelon supérieur. Mais il faut quand même garder l'âme à la fois du Saint-Chamond Basket Vallée du Gier et l'âme de la BLS. Parce qu'il y a de nombreux aussi bénévoles qui sont toujours présents et c'est quand même 90 ans d'histoire cumulée entre les deux clubs. Donc il faut garder cette âme, il faut continuer à progresser et puis petit à petit regagner le plus haut niveau, la Pro A, la Betclic Elite aujourd'hui. Alors malheureusement on s'est incliné vendredi dernier contre Caen. On a un match vendredi contre Blois et on espère qu'on va poursuivre cette spirale optimiste en tout cas au niveau du club de Saint-Chamond parce que voilà, on espère pouvoir jouer le haut niveau. Aujourd'hui le basket est un sport phare, on a cette Arena et vous l'avez dit Pat, qui est un équipement de qualité, qui a été cofinancé entre Saint-Étienne Métropole, la région, le département et la ville de Saint-Chamond, 31 millions d'euros d'investissement quand même, et ça montre aussi, pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, que quand les politiques travaillent ensemble, on peut avoir des équipements intercommunaux de qualité. Alors vous aviez parlé de prospective, on y vient avec un projet qui vous tient à cœur qui s'appelle Saint-Chamond 2035. De quoi s'agit-il ? Alors, le but comment ça va se dérouler, on va le développer. Alors le but de Saint-Chamond Horizon 2035, c'est de se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, on arrive sur la fin d'un projet qu'avait lancé Hervé Reynaud en 2014. L'objectif, c'est de co-construire avec les citoyens. On va parler de démocratie participative. Alors, démocratie participative, en fait, aujourd'hui, on le voit, il y a quand même une défiance. Une crise à la fois écologique, économique, sociale, mais démocratique aussi, il ne faut pas se voiler. D'ailleurs, on l'a vu dans le dernier baromètre, l'élu préféré des Français, c'est le maire, mais il y a un léger recul quand même dans les derniers sondages. Ah oui. Donc il faut redonner la parole aux citoyens, que les citoyens nous disent leur vision finalement de Saint-Chamond en 2035. Donc il y aura des ateliers thématiques sur l'agriculture, sur les jeunes parents, sur les adultes, sur les seniors, sur les commerçants, sur les professions libérales. 7 ateliers en tout pour écouter la vision des Saint-Chamonaises et des Saint-Chamonnais en 2035. Bien évidemment, les ateliers sont ouverts à tous. Vous pouvez vous y rendre, il y aura des dates qui vont vous être communiquées dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Plus il y aura de monde, plus vous participerez à ces ateliers citoyens, plus le projet Saint-Chamond Horizon 2035 sera partagé avec la population. Actuellement, il y a déjà des structures qui existent, comme les conseils de quartier. Vont-ils être associés, quartier par quartier, à ce projet qui concerne évidemment toute la ville, dont je rappelle qu'en termes de superficie, c'est la plus étendue du département depuis la fusion qu'avait faite Antoine Pinet. On est équivalent à Montpellier en termes de superficie. Ouais. On est la première ville agricole de la Loire avec plus de 50 exploitations sur notre commune. Donc c'est pour ça quand on dit Saint-Chamond est une commune urbaine, oui c'est vrai, mais Saint-Chamond est aussi une commune rurale. Et c'est important de le dire et de le rappeler. Alors en effet, les CCQ peuvent être associés, mais ce qu'on veut c'est taper plus large. C'est voir plus grand et voir plus haut, et que ça soit un projet ambitieux qui soit partagé par tous. Donc bien évidemment, les conseils citoyens de quartier peuvent participer, parce que comme je vous le disais, Pat, ces ateliers sont ouverts à toutes et à tous, et on a besoin que les gens justement viennent nombreux pour échanger et pour co-construire le Saint-Chamond de demain. En termes aussi, on parlait tout à l'heure des intempéries.
en termes d'écologie finalement et de développement durable, c'est important aussi de prévoir la ville de demain. On a vu que ces dernières années, les 30 dernières années, ça a été la bétonisation des communes. Parce que ça a été la mode, il a fallu construire du logement. Ici à Saint-Chamond, je rappelle que la priorité d'Antoine Pinet, quand même, dans les années 70, c'était loger tout le monde, avec la création des HBM, la création de Fonsala et des 2000 logements. Donc Antoine Pinet voulait loger tout le monde. Aujourd'hui, on arrive à loger tout le monde, il faut se le dire, parce que d'ailleurs on a de la vacance au niveau d'Habitat et Métropole ici à Saint-Chamond, mais par contre il faut se dire comment on déminéralise nos communes, comment on désimperméabilise nos communes, et d'ailleurs on l'a fait dans de nombreuses cours d'école pour finalement les modes de demain, ça va des modes doux, et bien évidemment, et je le dis très clairement, il ne faut pas aussi oublier la voiture. Saint-Chamond est une ville de taille moyenne, ce n'est pas Saint-Étienne, ce n'est pas Lyon, ce n'est pas Montpellier, il faut que les gens puissent circuler en voiture dans Saint-Chamond, mais qu'ils puissent circuler aussi à pied, en vélo ou en transport en commun. Alors, dans les sites qui ont transformé la ville, il y a le site Nova Syrie, qui est un ancien site Creuse-de-Loire. Où en sont les déconstructions qui sont prévues depuis longtemps? Puis je crois qu'il y a eu des problèmes juridiques, et là, ça pourrait aussi aérer le centre-ville, l'hypercentre, et y compris faciliter la circulation. Bon, sur Nova Syrie, je prends ma double casquette, celle de maire de Saint-Chamond et de d'un premier vice-président culturel. de Cap Métropole. En effet, Nova Syrie, je le compare à Central Park. Nova Syrie est pour Saint-Chamond ce qu'est Central Park pour New York. Ce parc urbain, en cœur de ville, 45 hectares quand même, quasiment 60 millions d'euros d'investissement, à la fois la all-in-one, mais aussi ce parc qui est un espace de verdure, un îlot de fraîcheur en centre-ville auquel nous tenons beaucoup, avec l'esplanade Simone Veil qui voit l'organisation de nombreuses manifestations. La semaine dernière, il y avait d'ailleurs la fête du chien, il y a la fête de la musique, il y a le 13 juillet qui est organisé sur cette esplanade. Et puis le but à terme, c'est de créer une voie verte entre le quartier du Creux et le centre-ville, en passant par le stade Joseph-Valla, Nova Syrie, pour arriver derrière en centre-ville. Il y a aussi de l'industrie. Aujourd'hui, à Nova Syrie, c'est 1000 emplois, avec des entreprises qui arrivent. D'ailleurs, Nova Soie devrait arriver dans les prochains mois, et les constructions devraient commencer. Donc voilà, on continue. On sera toujours loin des 4500, 5000 emplois de Creuse-de-Loire et de Giat, à une époque d'ailleurs que mon ami Gérard Ducard a bien connue. Mais par contre, il y a toujours de l'emploi, et on continue à développer l'emploi sur le site. Et un joli projet privé-public ou public-privé sur la halle 07. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, où en est-on? Parce que je crois qu'il y a déjà des dates qui sont prévues. Alors il y a des dates qui sont prévues, mais qui sont des dates prévisionnelles, et il faut toujours être prudent avec les dates prévisionnelles. En effet, Cap Métropole a rénové la halle 7, c'est quand même 8 millions d'euros d'investissement dans la rénovation de cette halle. Une belle superficie, 8000 m² de disponible, et le MOSA devrait arriver au mois de mai. Alors MOSA, expliquez-nous le musée d'art urbain et de street art, Stanislas Bellum, avec un superbe projet, 6000 m² payants, 2000 m² gratuits, un musée unique en France, l'un des plus grands musées privés de France, avec l'objectif d'amener chaque année 60 000 personnes dans ce musée, avec les scolaires. J'ai eu la chance de me rendre à Neuf-Brisac, en visiter un. C'est quelque chose d'assez intéressant, et puis surtout, c'est accessible à tous. Le street art est accessible à tous, et c'est ça qui est important ici à Saint-Chamond. Et en effet, on peut saluer le travail de Cap Métropole sur la rénovation de la halle, mais ils ont aussi rénové la halle 39, la halle 14, aujourd'hui qui est en pleine rénovation pour accueillir plus tard le futur pôle entrepreneurial et d'innovation. Donc on pourra dire que, on l'espère en tout cas, dans 5-6 ans, Nova Syrie ne sera plus des friches industrielles, mais des bâtiments rénovés avec des projets à l'intérieur qui sont des projets de qualité. Alors pour ceux qui on a déjà dépassé l'horaire imparti, c'est pas grave du tout. Pour ceux qui veulent en savoir plus, peut-être le site de la commune pour terminer. Alors, vous pouvez vous rendre bien évidemment sur le site de Saint-Chamond avec toutes les informations pratiques sur votre commune. Et puis surtout, je vous rappelle la mobilisation sur les ateliers Saint-Chamond Horizon 2035, parce que la ville de demain se dessine aujourd'hui, et c'est ensemble que nous devons dessiner la ville. Il y a une date de début qui est prévue? Alors oui, il y a des dates. Alors je les ai pas toutes en tête, mais vous pouvez vous rendre sur le site de la ville et vous les trouvez toutes. Les ateliers commencent début décembre pour un rendu, parce qu'il y aura un rendu à la population et un livrable mi-juin 2025 pour tous les Saint-Chamonnaises et les Saint-Chamonnais. On aura l'occasion de refaire le point sur Radio Guerre. C'est toujours avec plaisir que je vais vous voir, Pat. Merci.